Maxi Test vous est présenté par le blog auto.com, toute l'actualité auto, tout le temps. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine d'actualité automobile. Nous nous trouvons aujourd'hui en plein milieu de la mer Méditerranée, sur l'île de Majorque, en Espagne, où nous allons faire ensemble un road trip pour découvrir la péninsula du Levante, c'est-à-dire le nord-est de l'île. Mais dans cette émission, nous vous proposerons également de découvrir les automobiles qui ont marqué l'actualité du mois. Au programme, une citadine très attendue, un crossover très imposant et un Spider survitaminé. Tout de suite, on découvre le sommaire en images. Dans cette nouvelle édition, nous partons découvrir la toute nouvelle Audi A5 dans sa déclinaison Sportback. Le roadster sportif italien, la Barth 124 Spider. Le 5008, le nouveau crossover 7 places de Peugeot. Sans oublier les nouvelles qui ont marqué le monde de l'automobile. Pour nous accompagner dans ce road trip, une petite youngtimer française, la Citroën C3 pluriel, icône transformable en découvrable, pick-up ou spider, et qui a été produite uniquement ici, en Espagne, plus précisément à Madrid. Nous passons le village de Cap de Pera, reconnaissable à son château perché qui protège la pointe nord-est de l'île depuis le XIVe siècle. Il faut dire qu'ici les invasions furent nombreuses, romains, byzantins, wisigoths, normands, maures, aragonais, et j'en oublie certainement. Retour à l'actualité, après 300 000 exemplaires vendus depuis sa sortie en 2007, l'Audi A5 laisse la place à une toute nouvelle génération. Partons essayer sa déclinaison Sportback sur la route des Grandes Cosses et le cirque de Navacelles. Avec ses Sportback, Audi a donné ses lettres de noblesse à un style de carrosserie familial, avec en plus sa touche premium. Et cela depuis 2009 sur la 5, qui laisse sa place après un fort succès à une nouvelle génération. Attention, on vous emmène en voyage dans un endroit à couper le souffle pour la découvrir. On redescend sur Terre pour mieux l'observer. Cette seconde génération ne perd pas en fluidité, ce qui justement rendait le design de la précédente si classique et intemporel. Là, elle gagne en dynamisme et montre un peu plus les crocs, mais pas trop. Son capot se bombe pour faire voir un peu plus ses muscles, le profil se démarque sensiblement par rapport à son aîné, et l'arrière affiche la même modernité que le coupé. Oui, l'A5 ne manque pas d'élégance, bien au contraire, et dans notre configuration apparaît encore plus luxueuse qu'auparavant. On aime beaucoup. Vous trouviez l'habitacle de l'A4 moderne et tiré à 4 épingles, même chose sur l'A5, dont elle reprend les lignes et tous les équipements technologiques. La finition se montre tout bonnement de très haute facture, comme on l'attend d'une Audi. L'ensemble s'avère certes un peu moins chaleureux qu'une Mercedes, mais on craque devant cette sobriété futuriste. Posé au cœur des villages de cette région magnifique de France, on croit baigner en plein anachronisme. Les deux occupants arrière ne se plaindront pas de la place à bord, et les bagages de chacun trouveront facilement leur place dans la soute. Mais, car il en faut bien un, on peste devant ce beau et large écran, qui n'est pas tactile. Mais quand il s'agit de sa voiture, on finit par s'habituer, et on cesse de laisser des grosses traces de doigts dessus, inutilement. L'Audi A5, c'est un coupé, un cabriolet, mais pas seulement, puisque nous prenons aujourd'hui le volant de la seconde génération de Sportback. C'est un succès bien mérité, puisque depuis 2009, 75% des ventes se font sur cette carrosserie. Nous vous emmenons sur les routes des sites remarquables du cirque de Navacelles et du lac de Salagou en Occitanie pour la découvrir.
On aime l'essence, c'est pourquoi on a fait évidemment le choix du TFSI de 252 chevaux. Il nous semblait le plus approprié pour dévorer les lacets de ce décor extraordinaire qui défile sous nos yeux. N'ayez pas d'inquiétude pour les relances et la longe, la cavalerie s'exprime clairement, bien soutenue par un quattro qui passe la puissance au sol sans sourciller. Les reliefs, même les plus abrupts, sont effacés en un coup d'accélérateur. D'ailleurs, la sonorité légèrement travaillée apporte une petite touche de plaisir en plus qu'on n'attendait pas. La boîte S-Tronic se marie parfaitement avec cette motorisation et nous laisse profiter du meilleur de la puissance au meilleur moment. Et pour les adeptes du mode manuel, sachez que sa réactivité ne fait pas débat. On en arrive presque à regretter d'arriver dans la vallée où les virages se font plus rares. En termes de comportement, la 5 se montre particulièrement sûre, ferme sur ses appuis. Elle ne rechigne pas au sport, si toutefois les passages sont d'accord. La direction consistante facilite grandement le placement et renforce le sentiment d'efficacité pour celui qui tient le cerceau. L'amortissement limite les mouvements de caisse, quitte à sacrifier un peu de confort sur les routes dégradées, mais on reste là bien loin d'une planche de bois, heureusement. Simplement, certains concurrents s'en sortent un peu mieux. Clairement, on passe un bon moment dans cette A5 Sportback qui rend un bel hommage au châssis de la 4 avec une allure encore plus valorisante. Étrangement, cependant, on a relevé des bruits d'air à allure autoroutière, peut-être à mettre au crédit d'une météo dégradée avec des rafales de vent. Rien de rédhibitoire pour autant. C'est évident, cette Audi A5 a les armes pour garder son statut de best-seller. Son design, ses technologies et aussi ses moteurs, et notamment notre bloc TFSI de 252 chevaux, nous ont convaincus. On regrettera cependant son amortissement trop trépidant sur les routes dégradées et aussi son insonorisation imparfaite à allure autoroutière. Une Audi, oui, c'est cher. Toujours moins qu'une Mercedes, mais pas sûr que cela fasse une différence à ce niveau de tarif. Et comme sur ce segment la clientèle aime cocher les plus beaux équipements du catalogue, notre modèle d'essai dépasse allègrement les 56 000 €. Pas de quoi effrayer le portefeuille des acquéreurs habituels. Nous approchons à présent de la ville d'Arta, caractérisée par son église gothique coiffée par le sanctuaire San Salvador, qui se trouve dans l'enceinte crénelée du château médiéval. Mais surtout, nous allons quitter les sentiers battus pour nous rapprocher du littoral. Un littoral entièrement préservé puisque seules quelques routes arrivent jusqu'à la mer, mais qu'elles ne communiquent pas entre elles. Tout de suite, revenons sur l'actualité qui a marqué la planète auto ce mois-ci. L'actualité de ce mois-ci, c'est la future commercialisation de modèles aperçus sur le Salon automobile de Genève qui s'est déroulé le mois dernier. Et on commence par des nouveautés françaises, à commencer par le tout premier véhicule jamais fabriqué par DS Automobile, en tant que constructeur à part entière, la DS7 Crossback. Il s'agit d'un SUV premium qui repose sur la plateforme du Peugeot 3008 au design très travaillé. Surtout, ce sont les détails qui sont remarquables, que ce soit les feux au traitement très particulier ou les chromes. L'intérieur est littéralement tiré à 4 épingles, là aussi avec des détails extraordinaires et de la haute technologie. L'autre gros morceau, c'est Alpine. Là aussi, cette nouvelle marque ressuscitée par Renault débarque enfin après des années de teasing. Et c'est l'A110 qui va arriver prochainement dans les showrooms dédiés. Les chiffres sont ceux-ci. Sous le capot, un moteur 1,8 litre turbo de 252 chevaux pour un poids de 1080 kg tout juste. Et les premiers clients devront débourser 58 500 € pour s'offrir les exemplaires de l'édition de lancement. L'environnement de la marque, c'est encore Eric Reinmann, directeur adjoint produit, qui nous en parle le mieux. Mais pourquoi le choix du nom l'A110 ? Nous avons fait le choix de l'A110 car nous assumons pleinement les gènes d'Alpine. Très clairement, ce véhicule représente et est fidèle aux gènes d'Alpine. Donc nous avons choisi pour ce cas-là, pour honorer Alpine, le nom A110. Est-ce que cela préfigure d'autres modèles ? Sur ce point-là, nous allons vraiment aller étape par étape. Alpine a une véritable histoire, a marqué le marché sportif automobile et nous voulons partie
partir sur une capitalisation de cette histoire. Et donc nous ne voulons surtout pas griller les étapes. Nous avons énormément d'idées, mais à ce jour, aucune décision n'a été prise sur le sujet. Alpine compte beaucoup en France, mais en dehors de l'Hexagone. Il est envisagé évidemment de vendre Alpine hors Hexagone, voire à travers le monde. C'est une marque qui compte pour les Français, c'est une marque aussi qui est attendue hors de l'Hexagone. Pourquoi? C'est la première offre d'un véhicule dédié sport français. Et donc, y compris nos voisins, germains, anglais, italiens, attendent cette offre, cette nouvelle offre sur le marché, cette nouvelle alternative. Est-on en droit d'attendre une implication en sport auto? Nous réfléchissons au sujet. Effectivement, nous avons reconfirmé notre engagement à l'MP2 cette année avec l'équipe Signatech. Pour l'avenir, nous travaillons sur le sujet et cela sera révélé plutôt fin d'année. Chez Volkswagen, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée de l'Arteon. Cette grande berline à haillons vient occuper le rôle de vaisseau amiral de la marque et porte la responsabilité de présenter ce qu'il se fait de mieux en termes de raffinement à Wolfsburg. Elle devrait remplacer ainsi la Passat CC et affiche un design bien spécifique. En revanche, elle reprend l'intérieur de la nouvelle Passat. Les passagers ne manqueront pas d'espace avec une habitabilité surprenante. Elle reprendra bien entendu les blocs moteurs habituellement disponibles dans le catalogue avec des puissances allant de 150 à 280 chevaux. Le salon de Genève, c'est aussi surtout celui du rêve avec la présence de la plupart des constructeurs de supercars. Et cette année, McLaren a porté une nouvelle venue dans sa gamme Sport Series. Il s'agit de la 720S. Son design semble avoir été uniquement dicté par l'aérodynamique poussée à l'extrême. Sa cible désignée est bien entendu notamment la Ferrari 488 GTB, qui n'est pas loin d'être surpassée en termes de chiffres. L'anglaise s'avère plus légère, avec à peine 1200 kg sur la balance, et le V8 développe 720 chevaux comme son nom l'indique. Le 0 à 100 km/h est oublié en 2 secondes 9, et la vitesse de pointe atteint les 341 km/h. 249 275 €, c'est le montant du chèque qu'il faudra laisser à la firme de Woking pour se l'offrir. Plus fort que les supercars, ce sont les hypercars, et Aston Martin dégaine la Valkyrie. Cette voiture, elle a été pensée et conçue par le plus illustre des ingénieurs de Formule 1. Adrian Newey, qui a fait de Williams, McLaren et Red Bull, où il officie aujourd'hui, des écuries championnes du monde. Autant dire qu'il faut s'attendre peut-être au plus efficace des véhicules à 4 roues jamais produits. Elle repose sur une coque évidemment en carbone, avec un design qui n'a rien à envier à un prototype qui s'alignerait sur la grille des 24 heures du Mans. Pour la propulser, les Anglais ont fait appel à Cosworth, un préparateur de moteurs britannique de renom, qui a implanté au cœur de la bête un bloc hybride reposant sur un V12. Puissance affichée, 1000 chevaux pour bouger les 1000 kg de la voiture. Tenez-vous bien, elle devrait atteindre les 300 km/h en moins de 10 secondes. Au fait, pour l'acheter, c'est déjà trop tard. Au loin, le cap Farouche qui marque la fin de la péninsule et le début de la baie d'Alcudia, somptueuse, mais assurément un retour à la civilisation. Alors avant cela, nous pénétrons le parc régional de la Peninsula del Levant, pas besoin de traduire, où l'on préserve et développe le patrimoine naturel. Au programme reforestation et réintroduction des espèces disparues, comme l'aigle Bonelli, qu'on trouvait ici jusqu'aux années 60 et qui est de retour depuis 2014. De l'aigle, nous passons au scorpion avec la Abarth 124 Spider, cap sur les routes des spéciales du rallye de Corse. Quand la 124 Spider se laisse piquer par le venin de la compétition, elle devient subitement une avaleuse d'asphalte sans trop de concessions. En portant le logo au scorpion Abarth, elle change carrément d'univers et s'approprie au passage un héritage provenant du rallye bien mérité. Et nous voilà au volant de cette Abarth 124 Spider, au programme un châssis sportif, sous le capot un allée 4 turbo de 170 chevaux qui ne demande qu'à chanter. On vous emmène sur les routes tortueuses de Corse du Sud pour en prendre plein les yeux et plein les oreilles. C'est parti! Extraordinaire, c'est le moins que l'on puisse dire quand on arpente les routes de l'île de Beauté. Cette petite Abarth est-elle le véhicule idéal pour ça? On s'en ficherait presque. On prend notre pied, c'est tout ce qui compte. Ce vigoureux moteur n'y est pas pour rien. Il transmet sa puissance aux seules roues arrière.
On pourrait s'inquiéter pour la motricité, sauf que même en débranchant l'ESP, elle ne surprend pas son pilote. Il faut rester bien entendu alerte derrière le volant, juste au cas où, mais la peur ne s'invite pas vraiment dans l'équation. Néanmoins, on ne raconterait sans doute pas la même histoire avec la pluie dans ce décor de carte postale. Cet échappement Monza à lui seul fout la banane, chaque fois qu'on enfonce la pédale. Pour décrasser les oreilles surtout, laissez tomber le filtre de la capote. L'ennemi d'un roadster, c'est évidemment le poids, d'où le choix d'une capote souple et manuelle. On la manipule comme ceci. C'est hyper rapide, ça prend tout juste 2 secondes. Mais l'environnement intérieur est-il à la hauteur de l'image qu'elle dégage? La réponse est oui. Il y a d'abord la position de conduite qui nous place au ras des pâquerettes. Et puis le volant vertical avec le large liseré rouge au sommet du volant en guise de viseur. En bonne italienne, elle s'autorise quelques touches de raffinement comme l'Alcantara sur la planche de bord. Elle s'offre même des équipements technologiques dernier cri. Bien entendu, les logos de l'Officina Abarth se retrouvent sur les sièges enveloppants ou les tapis, avec en bonus une plaque numérotée entre les assises. On pestera tout de même sur des petits détails de finition. Allez, on repart sur la route. Pour profiter des 170 chevaux, il fallait évidemment une plateforme affûtée. Dans la caisse qui contient les pièces pour dynamiser le châssis, les petites mains des ateliers transalpins ont mis ce qu'il faut pour assurer un bon amortissement. Contre toute attente, on n'a pas les fesses posées sur une planche de bois. Au contraire, le confort n'a rien de rédhibitoire. Et malgré ses modestes cotes, l'Abarth 124 Spider ne rend pas la vie difficile. C'est d'ailleurs finalement ce qu'on attend d'un roadster du genre, pour traverser un décor de carte postale comme la Corse, sans souffrir. Belle, la voiture l'est aussi. En reprenant les couleurs historiques du modèle d'antan qui courait en rallye, Abarth ne trahit pas sa légende. Le capot noir lui donne du caractère, tout comme son capot sculpté. Les détails ne sont pas oubliés, à l'image de la pastille rouge sur la calandre ou le logo sur le couvercle de malle. Quant aux incontournables canules d'échappement, on adore. Dans les lacets, la direction consistante et incisive mériterait tout de même un peu plus de précision. Quand on s'énerve, les mouvements de caisse largement contenus ne perturbent pas trop les sensations, et c'est tant mieux. On a connu meilleur en matière d'efficacité, mais l'Abarth 124 apporte un caractère qu'on ne soupçonnait pas. Nul besoin de faire appel à de lourds artifices comme des suspensions pilotées qui altéreraient le comportement de façon artificielle. Nous, on l'aime bien comme ça. Cette petite italienne, c'est de l'or en barre, on s'éclate comme des gosses. C'est la banane assurée à chaque coup d'accélérateur. Maintenant, on regrette une boîte automatique qui manque cruellement de réactivité. Et puis il y a aussi quelques détails de finition qui sont difficilement acceptables vu le prix délirant demandé de 40 000 €. Et ça, c'est encore sans les options. En effet, se pencher sur ce petit bijou, c'est le choix du cœur et pas vraiment celui de la raison. La concurrence offre peut-être des prestations plus homogènes, aussi plus de raffinement et de technologie, mais cet engin-là a définitivement ce petit truc en plus que seule l'Italie sait faire, au point d'oublier les défauts. On l'avoue, on a craqué. La finca désigne la grande ferme où se déroulent de multiples activités agricoles. Son plan, généralement en carré ou en U, s'organise autour d'une cour et du puits ou de la citerne puisque l'eau a son importance sur cette île. Construites en grès couleur miel, les plus importantes se renomment Possessiones. Nous prenons maintenant la direction du Portugal pour l'essai de la Peugeot 5008, modèle d'importance pour le constructeur au Lyon. Oubliez les monospaces, ce segment en perte de vitesse est désormais carrément délaissé par certains constructeurs. Un choix qu'a fait Peugeot. Le 5008 est mort, vive le nouveau 5008. Fini la camionnette et bienvenue au 3008 7 places. Car c'est bien ce qu'est le grand SUV de chez Peugeot. Suivez-nous sur les routes de la côte portugaise pour le découvrir avec nous. Bienvenue au Portugal, entre Lisbonne et Setúbal pour l'essai de ce nouveau Peugeot 5008. Alors c'est plus tout à fait un monospace, ce n'est pas vraiment un SUV, c'est plutôt un SUV space et je vous propose tout de suite d'aller l'essayer. On ne peut pas dire que ce nouveau 5008 réunit le meilleur des mondes des monospaces et des SUV. Son profil apparaît moins équilibré que son petit frère,
mais il en garde le design général fort en caractère. Ainsi, le capot plongeant, les optiques agressives et les flancs sculptés font le même effet quand on le croise. Comme le 3008, il valorise la récente montée en gamme des véhicules de Sochaux. Toutefois, la poupe s'avère plus massive, sans pour autant le transformer en corbillard. Et pour le côté baroudeur, les protections de carrosserie et les bas de caisse, qui imitent l'alu, font partie de la panoplie. Le gros point fort de ce nouveau Peugeot 5008, c'est son habitacle, avec ce fameux iCockpit orienté vers le conducteur. C'est très bien fabriqué, c'est sans doute ce qui se fait mieux dans la catégorie, à tel point qu'on remarque beaucoup de similitudes avec des modèles allemands, des modèles germaniques, à l'instar de ces contreportes dans le prolongement de la planche de bord, qui ne sont pas sans rappeler une certaine marque aux anneaux. Là où le 5008 se démarque encore plus, c'est à l'intérieur. La présentation est tout simplement superbe, futuriste et digne d'un concept car de salon. Le iCockpit est ici dans sa version la plus moderne et l'écran central tourné vers le conducteur. C'est du plus bel effet, même dans les détails. On se dit carrément que l'écart avec les productions germaniques est de moins en moins marqué, car Peugeot n'a pas oublié les équipements dernier cri, aussi bien pour la conduite que pour le confort. Là où le Peugeot 5008 marque sa différence par rapport à un SUV traditionnel, c'est en matière d'habitabilité qui est vraiment excellente, que ce soit en espace aux jambes, en largeur aux coudes ou en garde au toit. Reste à savoir ce que donne la troisième rangée de sièges. Et pas de miracle à attendre en revanche de la troisième rangée de sièges, l'espace est assez réduit et donc réservé aux enfants. Alors pour le lancement de ce Peugeot 5008, pas moins de 6 versions sont disponibles au catalogue, 2 versions essence et 4 versions diesel, dont ce 2 litres Blue HDI de 150 chevaux. Alors c'est selon nous le meilleur compromis, même si la Peugeot 5008 gagne jusqu'à 100 kg par rapport à l'ancienne génération, ce qui est quand même conséquent. Ça reste une voiture 7 places, enfants, les bagages, donc il faut un minimum de performance. Alors tout de suite à la conduite, ça n'a rien à voir avec les anciens SUV ou les monospaces Pato d'antan, c'est vraiment très dynamique, notamment cette direction, ce petit volant qui est un régal sur les petites routes du Portugal, la commande de boîte qui est très précise, et surtout ce compromis entre confort et efficacité pour l'amortissement. Ça permet de se faire plaisir au volant tout en ayant une voiture familiale, à vocation familiale. Sous notre capot, le 2 litres HDI de 150 chevaux. Il fait franchement très bien son job avec un très gros couple. Cependant, il arrive un peu tard, aux alentours des 2000 tours minute. Il offre de très bonnes capacités de reprise, ce qui lui permet d'effacer assez aisément un semi-remorque, même en montagne. La commande de boîte est ferme et précise. Finalement, elle compense sans problème l'absence de transmission automatique qu'on ne peut pas associer à ce moteur. Au chapitre des performances, elles sont dans la moyenne du marché sur ce type de puissance, avec un 0 à 100 km/h exécuté en moins de 10 secondes. En termes de conso, dans notre vraie vie sur les routes de l'arrière-pays assez accidentées, elle dépassait à peine les 6 litres, soit une valeur remarquable compte tenu du gabarit de notre gros bébé. La plateforme EMP2 sur laquelle repose donc aussi le 3008 fait merveille également ici. Son poids plus léger rend notre SUV encore plus agile que son prédécesseur, malgré le centre de gravité bien plus haut. Surtout, il met tout le monde d'accord sur le compromis confort-dynamisme, et ce sans faire appel à une lourde suspension pilotée, comme le font certains de ses camarades plus huppés. En outre, la direction plutôt directe et consistante participe aussi au plaisir de conduite, qui se rapproche tout bonnement de celui d'une grande berline, avec un point de vue supérieur. On ne subit absolument pas les choses comme ça a pu être le cas par le passé au volant de certains monospaces. On émettra une petite réserve sur notre monte pneumatique au mélange à faible résistance au roulement, qui atteint ses limites assez rapidement quand on aborde une courbe à trop vive allure. Les gommes en option peuvent en partie endiguer le phénomène. Peugeot mise sur les SUV et ils ont bien raison. Ce 5008 est tout bonnement une réussite à tous les niveaux. Ce probable best-seller, comme son petit frère tout juste auréolé de son titre de voiture de l'année, devrait largement convaincre. Notamment par ses prestations routières supérieures à celles de ses plus proches concurrents, à 36 950 €, notre modèle d'essai de milieu de gamme se trouve étonnamment moins cher qu'un Kodiaq à équipement équivalent, son meilleur rival.
Cette émission touche désormais à sa fin, nous quittons donc la péninsule du Liévin, Majorque et l'Espagne pour vous donner rendez-vous le mois prochain. À bientôt sur notre antenne et sur le web pour découvrir l'itinéraire et les bonnes adresses de ce road trip. Maxi Test vous a été présenté par le blogauto.com, toute l'actualité auto, tout le temps.